Donc on se retrouve là, après ce film Le Retour, pour cette table ronde sur les retours de guerre, plus particulièrement à partir de la guerre du Vietnam. Philippe Bachmann souhaitait présenter cette table ronde et il s'excuse, il est pris par un incident technique à la comète. Donc voilà, donc on va commencer. Cette table ronde qui intervient à la fin du festival, un festival avec une vraiment très belle programmation. Je crois qu'on a vraiment assisté à quelque chose de vraiment très subtil au niveau des films. Et puis des rencontres avec les réalisateurs. Voilà. Donc là, c'est une conversation avec donc, Laurent Tessier, qui est docteur en sociologie, hein, et auteur donc, du livre, je vous disais, le Vietnam, un cinéma de l'apocalypse, qui est sa thèse, en quelque sorte. Et Marie-Hélène Brousse, qui est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, et qui donc notamment a proposé un séminaire sur la guerre. Et suite à ce séminaire, où différents psychanalystes ont travaillé, il y a un recueil des textes paru dans La psychanalyse à l'épreuve de la guerre. Donc on va avoir un discours côté de la sociologie, de l'université, et un discours de la psychanalyse qui vont croiser le cinéma. Alors, on peut partir, je pense, du film, du retour, hein, puisque bon, Hervé Boucon nous a bien présenté le moment, enfin, il nous a fait un petit parcours là, sur cette guerre du Vietnam. Donc, on peut peut-être partir directement du film. Vous voulez commencer ? Oui, bien sûr. Ouais, vous m'entendez ? Oui, ça va. Donc oui, comme ça a été dit en introduction, bon, les films sur la guerre du Vietnam, c'est tout un pan de l'histoire du cinéma américain. Dans ma thèse, j'avais essayé de comptabiliser combien il y avait eu de films, soit qui parlaient de la guerre du Vietnam, soit dont les personnages principaux étaient des vétérans du Vietnam. J'en ai compté plus de 360, donc c'est vraiment gigantesque. Celui-là est sans doute effectivement un de ceux, voilà, qui se détache. Comme ça a été dit aussi, il est sorti la même année que Voyage au bout de l'enfer, qui est un autre grand film, un des quelques grands films sur la guerre du Vietnam, donc qui sont sortis exactement en même temps. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que quand ces deux films sortent, et je pense que ça ressort même quand on voit le film aujourd'hui, Le Retour de Dal Ashby, c'était vraiment le grand film de gauche sur la guerre du Vietnam, bien sûr, voilà, contre la guerre, défendant le point de vue, un point de vue plutôt pacifiste, et puis évidemment, voilà, avec Jane Fonda, avec toute cette bande son, etc. Donc ce côté-là, et vraiment qui s'opposait fortement à Voyage au bout de l'enfer, qui était considéré comme, au contraire, je dirais, le grand film de droite, avec un point de vue beaucoup plus conservateur sur la guerre, etc. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le film, donc en 78, la guerre est finie depuis 3 ans. Donc ce qui est décrit dans le film, en fait, c'est vraiment... on est au cœur de l'actualité, c'est-à-dire que les vétérans du Vietnam qui sont dans ces hôpitaux pour les vétérans en train d'être soignés, d'être rééduqués, c'est exactement ce qui se passe dans ces années-là partout aux États-Unis et qui est dans voilà, que les Américains voient autour d'eux. Et donc le film se saisit de ça et montre ça. Que j'ajouterais aussi et qui est intéressant, qui est particulier peut-être à ce film-là, c'est évidemment le point de vue féminin qui est très fort dans le film, et le point de vue féminin sur la guerre, sur ce que produit la guerre dans la société, alors que, bien évidemment, hein, le genre film de guerre est un genre qui, très souvent, est presque exclusivement masculin. Donc là, c'est une originalité aussi intéressante du film. Voilà, je m'arrête là pour commencer peut-être. Oui, moi je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient dans mon cas. D'ailleurs, je discutais avec d'autres. Un peu bizarre que je ne l'ai pas vu. C'est étrange. Il n'a pas dû connaître une distribution énorme en France. Non, en France, non. Hein, et
c'était toute une époque. Enfin, le film le présente par la musique, par les changements qui sont en train de se produire justement côté femmes. Puisque c'est vrai, il y a beaucoup de films de guerre où il n'y a pas de femmes, il y en a aussi où il y en a. Et en particulier, il y a un film chinois absolument sublime qui s'appelle, sur la prise de Nankin par les Japonais, qui s'appelle City of Life and Death, qui est un chef-d'œuvre et qui est très centré aussi sur la question des femmes, mais qui est un film des années 2000, donc rien à voir. Là, d'abord, on a 3 grands interprètes, oui. Vraiment, des acteurs exceptionnels, qui font que, même si derrière leur personnage, il y a un certain type de paradigme de l'époque, il y a quand même une densité psychique, une densité subjective qui est immédiatement perceptible grâce à ces interprètes exceptionnels. Alors, évidemment, moi j'aborderais plutôt le film à partir de la question du trauma, qui est une question que non seulement nous avons travaillé pendant 2 années de séminaire consacrés à la guerre, mais aussi à l'occasion de journées de l'école de la cause freudienne sur le trauma, journées pendant lesquelles d'ailleurs nous avons consacré une salle de cas cliniques à la guerre et les traumatismes de guerre. Alors, c'est très compliqué de définir ce qu'est un trauma. Il y a la piste de Freud, il y a la piste qu'a continué Lacan. Grosso modo, pour le faire simple, un trauma est toujours en 2 temps. C'est-à-dire le temps 1 ne s'inscrit pas. Le temps 1 du trauma initial ne s'inscrit pas. Et c'est dans un temps 2 postérieur qu'une situation, disons, qui comporte un des traits de la situation 1 qui ne s'est pas inscrit, réanime rétroactivement le trauma initial. Donc le trauma est toujours, d'une certaine façon, rétroactif. Je vous donne un exemple là, ce que j'ai déchiffré à partir de ça dans le personnage du mari. C'est qu'incontestable, et de l'amant d'ailleurs, de Luc et de Bob, c'est ça, hein, Luc et Bob, c'est que, parce qu'ils ont vécu finalement le même enfer. Ça c'est dit et redit tout le long du film, ils ont vécu le même enfer, comme beaucoup d'autres, et finalement, une des richesses du film, c'est aussi de montrer que face à ce même enfer, il y a des réactions subjectives extrêmement différentes. Même si on peut repérer des éléments constants, par exemple la colère. La colère est une réaction, si je puis dire, transsubjective qui attrape tous. Il y a aussi, on pourrait dire, une profonde dépression qui aussi, sans doute, est un moment par lesquels tous passent. En tout cas, c'est ce qui nous est montré. Mais fondamentalement, sur cette situation initiale, qui est une situation qu'on peut qualifier d'extrême, parce que ça, ils en font tous aussi le témoignage, ils sont débordés par une situation extrême en termes de danger, en termes d'intensité des stimuli perceptifs et sensoriels, donc des problèmes de corps, si vous voulez, ils sont pris au corps par ces situations, mais incontestablement à partir de, on va dire justement, l'étape antérieure, ça ne va pas retentir de la même manière sur les uns et sur les autres. Et donc, on voit d'ailleurs le personnage de l'amant de Jane Fonda, le personnage de Luc, on le voit finalement pouvoir rebondir, et l'autre, on le voit ne pouvant pas rebondir. Alors, évidemment, ils n'ont pas du tout la même structure psychique, et ils n'ont pas non plus, sans doute, ce temps 1 initial
qui est du même ordre. Voilà ce que je pourrais dire d'emblée sur cette question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, pour tous les sujets, la situation, non pas de la guerre, mais du champ de bataille, en fait, ou des opérations, comme on dit, sont des moments qui, parce que ce sont des moments de type extrême, vont toucher le sujet là où il ne sait pas qu'il est, là où il ne sait pas qui il est. Parce que, par exemple, le mari, Bob, part, et la scène est très forte, ivre d'une jouissance guerrière avec l'arme à feu, d'un désir plus fort que tout d'aller là-bas, et finalement, une fois qu'il y est, il s'effondre. On voit, il a essayé, mais il est effondré. Donc là, on voit que sa structure à lui, elle est plutôt du genre, si j'avais quelque chose à dire, ça serait addictif. C'est quelqu'un qui est un addict de la jouissance, et il fait une overdose, ça c'est clair. Il fait une overdose et il finit pas du tout conforme, au fond, à l'idée qu'il se faisait de lui-même, à savoir d'être un héros. Le deuxième, c'est très fin ça aussi, le deuxième, finalement, qu'est-ce qu'on sait de lui ? Qu'il a été capitaine d'une équipe de sport collectif. Donc il a un rapport au collectif que Bob n'a pas. Bob est seul, profondément solitaire, y compris avec sa femme dès le début. Et même la scène où il reprend tous les copains, qui ne sont pas des copains d'ailleurs, qui sont juste des semblables, parce qu'ils portent le même uniforme. C'est une scène où il y a une vacuité du lien qui est massive. Ça passe que par des objets. Ça passe par l'alcool, ça passe par la pizza, ça passe par la bouffe, ça passe par des blagues, mais rien d'autre. Il ne parle pas. Et donc la capacité de parole, elle est du côté de Luc, et c'est vrai que cette capacité de parole, c'est ça qui va le sauver, d'une certaine manière. Ça, c'est pour parler des personnages et pointer que la guerre n'est pas forcément traumatique de la même manière pour tous les sujets. Elle est absolument fonction de l'équipement, entre guillemets, psychique dont ils disposent et dont ils ne savent pas qu'ils disposent, ou qu'ils ne disposent pas, avant d'être exposés à cette situation inhumaine. Oui, je crois que tout de suite, là, on a abordé un point essentiel. Vraiment. Je sais pas, vous voulez... Oui, peut-être, parce que ça me fait... Voilà, ça suscite aussi des choses. Sur le personnage de Luc, effectivement, donc, capitaine de l'équipe de football américain au lycée, c'est évidemment... c'est un archétype pour le coup, c'est-à-dire que dans la société américaine, le capitaine de l'équipe de foot, de même qu'elle est cheerleader, c'est-à-dire pom-pom girl, c'est les deux, voilà, c'est les figures des gagnants, des winners, donc, et puis dans son cas évidemment, qui est ce rôle qui s'apprêtait à jouer dans la société, complètement cassé par la guerre, alors qu'il avait effectivement ce futur, cette position sociale qui était... qui s'offrait à lui, et donc avec cette question du retour qui est comment je construis autre chose, c'est-à-dire comment je me projette autrement, et comment je reconstruis la possibilité d'une place dans la société, d'un futur, de relations aux autres, sur un modèle qui est complètement à inventer, quoi. Alors, on discutait pendant le repas, lui et moi et Myriam, et je lui posais une question d'emblée. Je disais, bon, qu'est-ce que c'est votre thèse sur le retour ? Alors, un mot. Moi, j'étais très, très sensible dans le livre de Laurent Tessier à son attention aux mots, qui est extrêmement fine, et au signifiant maître, qui est magistral. Mais je voulais donc lui poser cette question, et je pense que j'aimerais bien qu'il vous fasse la réponse. Moi-même, je vous dirais quelle est ma thèse sur le retour. Un mot sur les mots. Le titre du film, c'est Coming Home. C'est pas le retour. C'est revenir à la maison. Retour à la maison. Mais home, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même l'espace
l'espace intime, l'espace familier, c'est le foyer. En fait, c'est retour au foyer. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans le jargon militaire, on a le droit de rentrer dans ses foyers ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, le moment où il se trouve à Hong Kong, il n'est pas dans ses foyers. On voit très bien la différence. On voit déjà que ça cloche un peu, mais bon, ouais. C'est pas encore l'explosion. Alors, il va nous donner sa thèse. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que sur le coming home, le fait de rentrer à la maison, de rentrer chez soi, ce qui est intéressant, c'est que là, dans le film, pour le coup, quand le personnage du mari rentre chez lui, il dit « I don't belong here », c'est-à-dire je n'appartiens plus à cet espace, je ne suis plus chez moi. Il faudrait regarder. Il ne dit pas « I don't belong any longer ». Je crois qu'il dit « I don't belong here ». Comme c'est ce que j'ai dit. Oui, mais vous avez raison. Et parce que je pense que, justement, s'il avait dit « any longer », ça aurait eu un autre sens que je n'appartiens pas ici. En fait, il n'a jamais appartenu. Oui. Il vivait sur des bases militaires depuis toujours, c'est ce qu'elle nous dit. C'est vrai. Oui. Et il vivait dans des quartiers militaires. Donc il n'a jamais vécu en tant que civil, ce type. Ce qui n'est pas le cas de l'autre. Oui, tout à fait. Et donc oui, cette question du retour pour les vétérans du Vietnam, et c'est quelque chose qui là aussi est bien montré dans le film, avec ce vétéran qui s'engage contre la guerre, qui va aller s'attacher contre les grilles et tout, à l'endroit où les gens peuvent venir s'engager, etc. Une manière de se reconstruire pour toute une partie des vétérans, ça a été effectivement de s'associer collectivement, de rentrer dans une dynamique politique associative contre la guerre, et puis aussi pour faire reconnaître leur expérience, ce qu'ils avaient vécu, et donc pour se recréer cette place dans la société. Quand le personnage de Bob dit « je voulais aller faire la guerre parce que je voulais être un héros, tout ce que je demande c'est d'être un héros, d'être reconnu comme un héros, etc. » Et quand le personnage de Luc parle aux jeunes et qu'il leur dit... Il a marqué ça, Luc. Voilà, War Hero, mais sauf que c'est évidemment de sa part à lui ironique, et puis il joue tout le temps sur cette ironie. Quand il se présente aux jeunes, il leur dit bien « je sais que moi aussi, moi je suis comme vous, j'avais vu tous ces films de guerre, j'avais envie d'être moi aussi, de faire partie de cette imagerie ». Les vétérans du Vietnam, la génération des jeunes qui sont partis au Vietnam, en fait, les pères de cette génération étaient les soldats qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, en allant au Vietnam, ils étaient dans une sorte de rite de passage vis-à-vis de leur propre père, et donc d'une poursuite aussi. Et d'ailleurs, le grand-père ayant fait lui-même souvent la Première Guerre mondiale, donc il y avait cette suite générationnelle, et donc ces jeunes se disaient, bah oui, je vais poursuivre cet héritage, moi aussi je vais devenir un héros en allant sauver un pays, etc. Et puis voilà, les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer. Le retour se fait aussi mal, on le voit quand Bob revient à l'aéroport et il est accueilli par des manifestants qui lui disent qu'ils sont contre la guerre, etc. Donc, évidemment, lui, il le prend personnellement comme une attaque personnelle. Ce qui était difficile aussi pour les vétérans du Vietnam qui rentraient, c'est que dans les guerres classiques, pour la Deuxième Guerre mondiale, tous les soldats sont partis et tous les soldats sont rentrés à la fin de la guerre. Donc, ils sont rentrés tous en même temps, et donc ils ont été effectivement accueillis par des grandes fêtes, etc. Alors que là, les soldats rentraient après avoir fait leurs 18 mois de service militaire, donc au compte-gouttes, en fait, pendant 10 ans. Ils rentraient seuls chez eux, et souillés. Alors là, il est quand même accueilli par une petite fête qui a été préparée, il y a une banderole, etc. Mais voilà, c'est pas non plus... Ils ont l'impression de ne pas être traités comme ils devraient l'être, et donc ça joue aussi sur leurs difficultés, sur la difficulté du retour, et la difficulté de la suite de leur vie, tout simplement. Oui, alors moi, la thèse que je défendrais, si vous voulez, c'est que on n'en revient pas. Et pas question de retour. On ne revient jamais de ce type de situation. 1, parce qu'on n'est plus le même. 2, parce que le monde dans lequel on arrive n'est plus le même. Donc, c'est même pas la peine de penser à un retour, c'est une arrivée. C'est une arrivée d'ailleurs. Et d'un ailleurs qui en plus se complique du fait que cet ailleurs, on ne peut pas vraiment en parler. C'est très bien montré dans le personnage du mari,
il ne peut pas véritablement en parler de là où il a été. Et Luc a beaucoup de mal à en parler aussi. Il évite la question, même quand il s'adresse aux jeunes, il leur dit que voilà, c'est du domaine très difficile à mettre en mots. Et c'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose de le mettre en mots. C'est pas si sûr que ça. On ne sait pas. Faire répéter à l'infini le trauma, on sait maintenant que c'est plutôt une catastrophe qu'une solution. Donc, on n'en revient pas, ce serait ma thèse, et je l'appuierai sur un certain nombre de témoignages, de documentaires, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre, en montrant précisément que on n'en revient pas. Il y a un très beau poème d'ailleurs d'Aragon, ce qui est « Tu n'en reviendras pas, vieux joueur de Manille, et toi non plus, l'ancien légionnaire, etc. » Donc, et c'est vrai, voilà, c'est des voyages dont on ne revient pas le même, et on ne revient pas au même lieu. C'est pas en soi une catastrophe. Ça peut même être positif, a priori. Il n'y a aucune raison de trouver mieux la situation antérieure. Ce que je voudrais dire par rapport pour rebondir sur cette chaîne générationnelle que vous décrivez, que je trouve aussi très importante, et qu'on a découvert comme étant très importante, cette chaîne générationnelle du grand-père 14-18, du père la Deuxième Guerre mondiale, et après de ses aventures coréennes, vietnamiennes et maintenant irakiennes, et sans parler de l'Afghanistan, il y a quand même un point très particulier qui touche spécialement les Américains, c'est que jamais ces guerres ne se sont déroulées sur le sol national. Jamais aucune de leurs guerres, à part la guerre de sécession, ne se sont déroulées sur leur sol. C'est-à-dire n'ont mis en question leur territoire. Ouais. N'ont mis en question les civils. Les civils ont toujours été protégés d'une certaine façon aux États-Unis. Alors que par exemple dans un documentaire américain qui s'appelle Restrepo, on voit bien que ce fait de faire la guerre dans un endroit où il y a des civils, et surtout la guerre moderne, où justement on exige que les civils ne soient pas traités de la façon dont ils étaient traités dans la tradition de la guerre, puisque la tradition de la guerre, c'était les civils, on les rançonne, on les viole, on les tue, et on prend tout ce qu'ils ont. Donc c'était assez simple. Là, non, il ne faut pas toucher aux civils. Or, vous ne savez pas exactement, par exemple en Afghanistan, puisque Restrepo se passe en Afghanistan, vous ne savez pas vraiment qui est civil et qui n'est pas civil. Le type chef de village qui vous reçoit en tant que civil, le soir, il est peut-être du côté des snipers qui vous tirent dessus. Donc il y a quelque chose d'extrêmement compliqué quand on n'effectue pas une guerre de défense, mais quand on effectue une guerre offensive, comme c'est toujours le cas quand on n'est pas sur son territoire. Et là, bon, bien sûr, il venait renforcer... D'abord, il venait dans un cadre de guerre civile aussi. C'est-à-dire, il venait dans le cadre de la guerre civile entre la droite, le Vietnam du Sud, et les communistes. Donc, déjà, ils étaient plongés en pleine guerre civile. Et puis en plus, il prenait parti pour un des deux camps, conformément à une logique d'alliance contre laquelle il n'y a rien à dire. Mais cette transmission, pour revenir à cette transmission, elle est très importante. C'est-à-dire qu'on a pu mettre en évidence une transmission des traumas sur plusieurs générations, qui ne s'inscrivent pas comme le premier trauma d'origine, mais qui s'inscrivent par des voies beaucoup plus détournées. Un père qui dormait plus, une mère qui était silencieuse sur un certain type de choses, des choses qui se transmettent
au niveau de l'inconscient et qui sont très difficiles à mettre en évidence, mais qui montrent cette transmission de ce qui constitue, parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que le traumatisme constitue une marque ineffaçable. Donc, voilà, il y a cette transmission dont vous parlez, elle est très présente. Alors, sur vétéran, c'est un nom d'identité. Et vous mettez en évidence le fait qu'ils ont eu besoin de se regrouper, de faire des associations. Alors, ils ne sont pas tous anti-guerre. Hein. Il y a des associations de vétérans qui sont complètement pro-guerre, en particulier actuellement, pour la guerre d'Irak. Mais, donc, ils ont des opinions différentes, mais fondamentalement, le besoin qui est le même, c'est le besoin de se construire un nous identitaire, et non pas de revenir, comme vous le soulignez très justement, parce qu'ils reviennent pas tous ensemble et très isolés quand même dans une société qui ne reconnaissent plus. Donc ce nous, cette identité, cet ego acquis est une première manière de traiter le trauma finalement, de nommer ça. Moi, ce qui m'a amusé, tout d'un coup, j'écrivais Vet, je me dis bon, quand même, c'est un drôle de mot parce que Viet, il y a juste un id en plus. les vêtes du Viet. C'est rigolo. C'est sur les matriculations de la voiture de Luc. Vet. Ouais, ouais. Peut-être, je sais pas si on... Et en fait, ça commence dès le début du film, justement dans cette discussion où est-ce qu'on y retournerait. Oui. Et il y a déjà, on voit bien là les différentes positions. Moi, j'y vais parce que voilà, c'était la théorie. On voit très bien ça dans le documentaire sur Arte de Ken Burns. Hein, pour éviter l'effet domino, un pays devient communiste, tous les autres vont devenir communistes, donc il faut aller là-bas. Donc on a ce discours-là au début. Et puis l'autre qui dit, mais il faut aussi dire que, puisqu'on revient à Mosché, c'est quand même aussi pour quelque chose. Donc dire que c'est une guerre de merde, ça veut dire que voilà, on a fait ça pour rien. Et puis non, il faut pas y retourner. Et puis il faut dire qu'il faut arrêter ça, quoi. Enfin. Parmi les vétérans du Vietnam, par la suite, effectivement, il y a un peu deux camps. Il y a ceux qui vont continuer à dire que cette guerre n'avait pas de sens et qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu. Et il y a ceux qui vont, et à partir des années Reagan, qui vont dire, le terme qu'on emploie, c'est juste cause. Donc c'est l'idée que la guerre du Vietnam, il y a eu des erreurs, il y a eu des dérapages, mais sur le fond, c'était une cause juste, et donc on a quand même eu raison d'y aller. Donc il y a ces deux camps qui restent, effectivement, jusqu'à aujourd'hui. Juste pour dire un mot peut-être sur l'ensemble du cycle et sur les quatre films, faire le lien avec je ne sais pas si les personnes dans le public ont pu voir plusieurs films du cycle. Le point commun entre les quatre films du cycle, donc là, Le Retour, Les Visiteurs, d'Elia Kazan, Rambo et Rolling Thunder, c'est qu'on a des vétérans, donc des anciens combattants qui reviennent de la guerre et qui n'arrivent pas à se réadapter, qui sont paumés, etc. Quand même, là où peut-être le retour d'Al-Ajbi est plus subtil et plus intéressant, c'est que dans les autres films, on a en quelque sorte un stéréotype sur les vétérans du Vietnam qui est en fait renforcé par ces films, qui était de dire que les vétérans du Vietnam, à cause de la guerre, étaient devenus des sortes de psychopathes, etc. Et donc qui ramenaient aux États-Unis une violence, qu'ils étaient dangereux, qu'il fallait s'en méfier, et qui pouvaient péter les plombs à tout moment à cause de ce qu'ils avaient vécu, etc. Et les vétérans du Vietnam, de fait, voilà, ont été pendant longtemps très énervés par ce stéréotype qui était renforcé par beaucoup de films hollywoodiens sur eux, et pour le coup qui n'est pas vrai, parce que le fait que les vétérans du Vietnam aient commis des actes de violence, en fait, c'est pas spécialement avéré. Autant c'est vrai qu'ils ont souffert d'énormément de problèmes psychologiques, il y en a beaucoup qui ont fait des dépressions, qui sont devenus SDF, qui ont eu des problèmes de drogue, les chiffres sont affolant, hein, ça c'est quelque chose qui est vrai, mais en revanche le fait qu'ils
commettre des actes de violence sur le territoire n'était pas avéré. Et pour le coup, le film d'Al Ashby voilà, part vraiment dans une autre direction. Là, on a effectivement des gens qui sont dans une souffrance, etc. Mais même le personnage de Bob, on pourrait croire à un moment qu'il il prend son fusil, qu'il va être violent, etc. Et puis finalement, c'est plus subtil que ça et ça se résout pas de cette manière-là. Ça se résout quand même par une violence à son propre égard. Quand même un suicide. Vous l'avez pas lu comme ça? Je sais pas. Bah, c'est pas dit. Non, C'est pas dit, mais enfin, il enlève quand même tout. Même Quand son on va se alliance. baigner, on n'est pas obligé de tirer sur son alliance à ce point-là. Non, moi je le vois pas comme ça. Alors vous le voyez comment? Non, je pense qu'il y a un besoin de passer à autre chose, d'en finir avec son identité de militaire. Si, ou on peut, je sais pas, peut-être. Ouais. Non, vraiment, je pense pas que ça soit aussi clair que ça. Donc. Je dis pas que c'est clair, mais je dis qu'il y a quand même un certain nombre d'indices. En termes de signes cinématographiques, Je pense pas que le film soit dans cette tonalité-là, même, j'ai envie de dire. Enfin, c'est... Bon, mais... non mais c'est bien, vous n'avez pas vu le même film tout à fait, ou vu le film de la même manière. Moi j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose comme un passage à l'acte. Il s'en va entièrement nu, effectivement. Alors on peut envisager ça comme une renaissance dans la mer, mais Pour un marine. mais quand même, ce côté se foutre complètement à poil quand on est un type comme lui, c'est pas tout à fait. Je sais pas, si un militaire, s'il veut se suicider, il prend son arme de service, il se suicide, il va pas aller nager dans la mer. Non. Et d'ailleurs, on croit qu'il va le faire, il prend son fusil, etc., et il le fait pas. C'est vrai, Enfin, c'est vrai. mais bon. Donc, Mais je connais d'autres militaires qui se sont pas tués comme ça. ça, c'est le propre du cinéma. Hein, Oui, nous c'est laisser effectivement. sur une fin où on peut... C'est aussi ce qui fait que ce film est Le film très est très bien. super, et c'est ça qui est intéressant. Très, très, très intéressant. Et après, il laisse chaque spectateur, la possibilité de se prononcer. Alors, sur le retour, il y a quand même le personnage de Sally. Hein, où justement, quand on revient, les choses ont changé. Et là, on voit combien les choses ont changé pour Sally. Hein. Alors, bon, faut remettre un peu dans le contexte de l'époque aussi, hein, mais hein, ça nous fait un peu réagir, le fait qu'on voit bien comment elle suivait son mari. Ouais. Et là, dès qu'il est parti, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi pour elle et qu'elle saisit. Mais qui fait que... Qui est vrai de toutes les guerres, hein, pour le coup, en tout cas les guerres occidentales. Enfin, le fait que quand les hommes sont partis, bah, les femmes prennent de fait d'autres responsabilités et vivent une autre vie. Enfin, il y a des histoires similaires en France sur la Première Guerre mondiale. Ou sur, voilà, donc mais là, évidemment, le contexte des années 60-70 en plus, avec l'émancipation féminine, etc., fait que... et puis oui, évidemment, ça ressort fortement dans ce film-là. Jane Fonda, c'est évidemment à la fois une des figures du féminisme américain de cette époque et de la lutte contre le Vietnam. Tout le passage qui se passe à Hong Kong et où on la voit avec le chapeau asiatique, etc., qui a un écho évidemment à son propre engagement, au fait qu'elle avait été elle-même au Vietnam, au Nord-Vietnam, pour soutenir les Nord-Vietnamiens, etc. Donc il y a tout ça derrière le personnage de Jane Fonda qui est intéressant, qui est mêlé, enfin, qui est lié. Et ce qui est aussi, enfin, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où son mari part, il a prévu les choses pour elle. Ouais. Et bon, alors, je pense aussi face à l'angoisse de la solitude. Enfin, elle qui les choses, elle a vécu dans les bases, comme elle dit. Tout à coup, elle se saisit de quelque chose, quand même. Hein. Oui, c'est clair, il veut deux choses. Il veut, un, qu'elle rentre chez sa mère à lui, si j'ai bien compris. Oui. Et deux, il veut qu'elle ne travaille pas. Voilà. Donc, il veut qu'elle soit à la maison, quoi. Il veut qu'elle soit au foyer. Ouais. C'est un homme très de la tradition. C'est un garçon traditionnel, lui. Mais finalement, il est plutôt ouvert parce qu'il finit par l'accepter, qu'elle travaille.
il finit par accepter qu'elle achète une voiture qui lui plaît. Il est plutôt présenté dans le film comme quelqu'un de... C'est pas un salaud, quoi. Et surtout, la scène la plus étonnante de ce point de vue-là, c'est la confrontation avec la première fois qu'il rencontre Luc et qu'il lui dit, finalement, ça dépend d'elle et maintenant c'est à elle de faire son choix. Et puis nous, voilà. Donc, ouais. Ça, c'est le signe qu'il ne pouvait pas être un grand soldat. Parce que considérer que c'est l'autre qui va décider, si vous mettez cette scène-là sur un champ de bataille, ouais, c'est pas terrible. Donc, c'est pas un battant, on va dire. Non, c'est vrai. C'est étonnant. C'est pour ça que je trouve que le film, il est très fin du point de vue de la psychologie des personnages, parce que il faut faire le lien entre le fait qu'il dit c'est elle qui va décider entre nous deux, et si on prend, parce que finalement c'est un type de duel entre deux, on peut dire ça comme ça, et il s'en remet à elle, donc il s'en remet à l'autre pour choisir. Si c'est pareil sur un champ de bataille, c'est embêtant. Est-ce qu'on va peut-être passer la parole à la salle, demander si... Oui. Donc il y a un micro qui va arriver. Oui, bonsoir. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous avez parlé des guerres, enfin ça, je vais vous le faire remarquer gentiment, sauf que vous n'avez pas parlé de la guerre d'Algérie, qui était pourtant au programme l'année dernière, avec de très bons films, et qui permettent justement de comprendre ce que vous dites. Pardon. Mais pour comprendre aussi ce que vous dites, moi je fais un comparatif avec du vécu. J'ai mon beau-frère qui a fait la guerre d'Algérie. Effectivement, comme vous le dites, il ne l'a jamais raconté. Et pourtant, j'ai passé de nombreux repas avec lui où on essayait un peu de l'interroger. Il n'a jamais répondu. Ça, c'est une vérité. Hein. Et l'autre vérité que vous avez dite aussi également, c'est que vous parlez du trauma. Le trauma de mon beau-frère, c'était pendant 5 ans à Châlons, il pensait qu'il y avait des Skypers sur les toits. Ça lui a duré 5 ans, peut-être plus même. Hein. Mais ça, il savait le rapporter. Hein. Mais jamais il nous a parlé de sa guerre d'Algérie. Hein, alors quand on essayait de l'interroger, il essayait toujours d'en parler, mais d'en parler gentiment. Et il ramenait toujours une histoire qui va certainement vous faire sourire. Lui, il était en patrouille, et donc il pouvait prendre une balle à tout moment. En patrouille avec un chien. Donc quand ils revenaient, ils avaient soif. Et il donnait du vin rouge au chien qui était avec eux. Donc le chien, il était ivre après la... Mais il racontait ça, mais il racontait jamais la guerre d'Algérie. Et il a vécu des choses difficiles. Oui, alors, c'est amusant que vous disiez ça, parce que pendant le repas, on en a parlé un petit peu. On se disait que autant Laurent Tessier connaît les chiffres, moi je ne les connaissais pas, mais le nombre de films faits par les Américains sur la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, et même maintenant les guerres en Afghanistan, etc., est énorme par rapport au désert des films français. Sur la guerre d'Algérie, il y a quelques films sur la guerre du Vietnam, d'Indochine, la guerre d'Indochine, on dit. Il y en a quelques-uns, mais pas énormément. Et je sais pas, sur la guerre d'Algérie, il y en a 3 ou 4, mais maxi, non. Sur la guerre d'Algérie, pour moi, effectivement, je vais dans votre sens, ce qui est très frappant en regard de la cinématographie sur la guerre du Vietnam. Je disais, c'est littéralement plusieurs centaines de films, et surtout des très grands films populaires, dont on n'a pas l'équivalent en France pour la guerre d'Algérie. Or, tous les cinéastes qui ont fait ces grands films populaires sur la guerre du Vietnam, ce qu'ils disent et ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'ouvrir une discussion, d'ouvrir un débat. Quand vous avez un grand film populaire, que ce soit celui-là ou que ce soit même Platoon, ou etc., l'intérêt social de ces films, c'était que ça permettait dans les familles de dire, mais est-ce que c'est ça que tu as vécu? Est-ce que c'était comme ça ou est-ce que c'était pas comme ça? Et ça, d'enclencher un dialogue
dans la société, dans les familles, entre les gens. Et de fait, cette possibilité-là, on ne se l'est pas donnée en France, et quelque part, on est en train de passer à côté de cette possibilité, parce qu'en fait, cette génération-là, elle est déjà plus toute jeune, et puis il y a un moment où voilà, ces choses seront purement et simplement perdues, quoi. Et donc, on avait cette discussion-là effectivement ce midi. Hein, ce qu'on se disait, c'est sans doute il y avait une difficulté plus forte en France à faire des films sur la guerre d'Algérie parce que l'Algérie c'était la France, quoi. C'est-à-dire, c'était pas un pays lointain, c'était pas voilà. Donc c'était une colonie. Appelons les choses par nom. C'était un département français, donc 2 départements. Il y avait sans doute cette difficulté la plus forte. Il y a aussi, malgré tout, moi, si je dois être un peu critique, et j'adore le cinéma français, mais c'est vrai que voilà, le cinéma français se gargarise toujours beaucoup d'être un cinéma très politique, alors qu'en fait, il se saisit pas beaucoup des grands sujets importants de la société française, malheureusement. Et on a un cinéma d'auteur français qui s'est construit pas là-dessus, quoi, qui s'est construit sur le fait de parler des relations de couple, etc. Mais se saisir de ces grands sujets, le cinéma français, de fait, l'a pas beaucoup fait. Enfin, non, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais... En tout cas, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu une table ronde sur la guerre d'Algérie et qui est visible sur YouTube. Hein. Donc, vous pouvez vous y référer. Et pendant le débat, lors de cette table ronde, il y a quand même un jeune qui a réagi fortement. On voit bien que c'est quelque chose là qui est encore très épidermique et qui est pas simple. Moi, ce que je disais à Laurent et à Myriam tout à l'heure, c'est vraiment une opinion comme ça. Au moment de la guerre d'Algérie, et en particulier vers la fin, vers ce qui en a été la fin, on a frôlé de très près une guerre civile en France. On l'a frôlé. Et donc, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet sensible parce que c'est un sujet qui a mis à l'épreuve très fortement nos institutions politiques, si vous voulez, qui ont dû être maintenues. Et s'il n'y avait pas eu De Gaulle, je ne sais pas dans quelle mesure elle l'aurait été. Et De Gaulle, c'était le héros de la guerre précédente. Hein. Bon. Donc, là aussi, on trouve l'importance de la chose. Donc, je me disais, la guerre d'Algérie, c'est une guerre qui a vraiment mis en danger le consensus démocratique en France. Et peut-être que c'est pour ça que c'est difficile à aborder et que ça continue d'être aussi, je ne sais pas comment dire, aussi brûlant. Ouais. Et donc, la réponse par le silence, qui est une réponse qu'on trouve, par exemple, en ce moment, non. Mais pendant 50 ou 60 ans, ça a été le cas en Espagne, où il y a eu un silence de plomb, y compris après la fin de Franco, sur la question de la guerre civile. Et moi, je me souviens, parce que j'ai beaucoup d'amis espagnols, d'une discussion en Andalousie, où vraiment, j'étais en train de travailler ce séminaire sur la guerre. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la guerre d'Espagne dans ce séminaire, parce qu'il y avait encore... il y avait beaucoup de collègues qui pouvaient parler des traces de la guerre d'Espagne sur leurs parents, les traces psychiques qu'avait laissé cette guerre sur leurs parents. Et donc, comme j'étais en Espagne, en Andalousie, je me suis dit, tiens, je vais leur en parler, on va voir ce qu'ils vont me dire. Ah ben, j'ai pas du tout été déçu, parce que ils m'ont dit, ah non, ça, on ne va pas en parler, c'est trop dangereux. Donc c'était encore trop dangereux. Il y a 10 ans, ou il y a 8 ans. Vous voyez ? Donc c'est les guerres civiles, c'est-à-dire les guerres qui font exploser le système de consensus politique qu'il y a, sont des guerres difficiles à toucher. Le point qui, moi, m'intéressait aussi et qu'on n'a pas vraiment traité dans ce séminaire, puisqu'on
comme on était très ignorants, ça nous a pris beaucoup de temps de travailler tous les textes, et en particulier les textes de Lacan et de Freud sur la question. Et c'était fondamental de le faire, mais cette question de... Est-ce que... Enfin, c'est ma question, d'une certaine façon, sur la guerre. C'est pas une question spéciale de psychanalyste, sauf que ça renvoie à ce que les psychanalystes appellent le lien social, et qui définissent comme un discours depuis l'enseignement de Lacan. Je me pose la question de savoir si toutes les guerres ne seront pas dorénavant des guerres civiles. Parce que j'ai du mal à trouver des guerres qui n'en soient pas des guerres civiles. En Afghanistan, c'était une guerre civile. En Irak, c'est une guerre civile. Les Balkans, c'est des guerres civiles. Toutes les guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale sont des guerres plutôt civiles. Et même le Vietnam, c'est une guerre civile, d'abord. Donc, alors, ça change beaucoup de choses, que ce soit une guerre civile, parce que, d'une certaine façon, c'est... Comment vous dire, il y a eu une interview de Franco, un journaliste américain dans les années... à la fin des années 30, avant qu'il ait réussi à prendre le pouvoir, où il a dit, il y a deux Espagnes. Alors, le journaliste américain lui dit, bah oui, il y a deux Espagnes, qu'est-ce que vous allez faire? Non, il avait dit, c'est pas difficile, je vais en tuer l'une d'elles. Ce qu'il a fait. Et donc, ce modèle de la guerre civile, je trouve que ça serait assez intéressant de travailler, parce que ça veut dire que c'est une guerre de frères, si vous voulez. Et moi, j'ai des analysants espagnols, des gens qui font un travail analytique et qui évoquent leurs grands-parents et leurs parents et la méfiance à l'égard des voisins. Une guerre civile, c'est une guerre où vous pouvez être dénoncé à tout moment par vos voisins. Et où la personne qui peut-être vous tuera, vous avez grandi avec. C'est pas l'étranger, si vous voulez. C'est ça qui est très problématique. C'est que ça met en évidence que l'ennemi est intérieur. Et on peut même aller encore un pas de plus et considérer que l'ennemi est en soi, il est intérieur aussi. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment travaillé, sur lesquels je n'ai pas vraiment de thèse, simplement quand même comme une intuition que ça va de plus en plus se développer comme ça, pour des raisons structurales. Et donc ça sera de plus en plus une guerre, non pas d'un ennemi, je sais pas moi, un bridé, un bougnoul, un Bosch, vous voyez, tous les mots chargés de haine qui permettent quand même d'identifier l'adversaire. Eh bien non, figurez-vous que c'est du même village, la maison d'à côté. Alors, qu'est-ce qui reste? Comment le caractériser? Et l'autre, c'est un très beau film, Le vent se lève. Voilà, sur la guerre civile en Irlande, on voit entre les deux. Absolument. Comment ils peuvent se... Enfin, il y en a un qui va martyriser l'autre, parce que il le montre très très bien, très poétique. Christophe, Oui, pour rebondir sur ce dernier point, je voudrais témoigner de ce qui s'est passé dans le début des années 80, quand j'ai commencé ma carrière de psychiatre, d'abord à l'hôpital psychiatrique et ensuite à mon cabinet. Maintenant, c'est fini. On ne rencontre plus ça, mais j'ai rencontré énormément. Ça faisait une vingtaine d'années, les accords d'Évian, c'est 62, ça faisait une petite vingtaine d'années, et il y avait énormément de sujets qui étaient hospitalisés dans des états épouvantables. La plupart du temps, on le voit aussi beaucoup dans ce film, un alcoolisme massif, vraiment massif, des sujets qui se détruisaient. Il s'agissait vraiment de se dissoudre dans l'alcool.
et aussi des familles détruites. Hein. Et ça a été, après, à mon cabinet, je recevais plutôt des enfants qui racontaient ce que racontait monsieur tout à l'heure, c'est le père qui ne parle pas, qui s'enferme, qui se mure de plus en plus et qui laisse tout le monde dans un état d'angoisse absolument insupportable. Et donc ça a été très très longtemps. Et je pense qu'au-delà de la question des colonies, il y a aussi quelque chose de ça dans ce qu'on voit de la ségrégation actuelle et des effets qu'elle peut avoir dans les questions de violence actuelles dans notre pays. Alors sur ce film, d'abord sur le titre, le Home Coming Home, ça m'a fait penser Home, Heimlich, Heimat, et au freudien Unheimlich, c'est-à-dire au fait que, au fond, cette façon qu'a ce film rendre d'une manière absolument délicate et fine le réel. Contrairement aux films comme Apocalypse Now ou Full Metal Jacket, qui sont des films très, très violents, où vous êtes saisi, c'est-à-dire qu'au fond, ça a un effet de repoussoir, ces films-là. Alors que celui-là, pas du tout. Il y a un usage de quelques éléments qui sont absolument fantastiques. Il y a un usage de la musique. Je ne sais pas si vous avez été sensible à la bande-son, qui est absolument... Enfin, je veux dire, c'est notre jeunesse. À la musique, à l'amour, la question de l'amour, comment elle est utilisée dans ce film, qui est absolument formidable. Et puis, le grain de l'image, l'usage de la photo, qui est aussi absolument remarquable. Et puis un autre point que je voulais souligner, c'était ce film m'a fait vraiment penser, un film qui apparemment, au départ, n'a rien à voir, qui est sorti 3 ans plus tôt, qui est Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est-à-dire, au fond, dans le traitement du malaise. Vous voyez, ce moment où effectivement il y a une rupture, où au moment où ça y arrive, il y a avant, c'est-à-dire cette espèce de... Les chariots s'entrechoquent, enfin il y a une violence, il y a des coups, il y a des cris, il y a du malaise, il y a de la souffrance, et puis elle introduit quelque chose de l'amour. Et alors évidemment, après, les chocs entre les chariots sont les chocs plutôt à l'extérieur, parce qu'on joue au ballon, parce que... Bon, ça peut paraître un peu cucu, mais il n'empêche que ces sujets-là se mettent à revivre à partir de là. Et ça, c'est ce qui me paraît être, au-delà pour prolonger ce point-là, le fait que les guerres, quand elles arrivent, je veux dire, c'est pas la guerre qui produit des changements. Moi, j'ai plutôt idée que la guerre vient du fait qu'un changement ne peut pas advenir en tant que tel. Et que comme le changement ne peut pas advenir en tant que tel, eh bien la guerre est un facteur qui permet, en mobilisant tous les sujets, de produire ce changement. Hein, voilà, l'usage que fait Al-Ajbi de la coiffure de Sally est absolument formidable. C'est un détail, c'est un point de... Elle passe de l'émise en pli à la coiffure un peu hippie. C'est une trouvaille, je trouve, cinématographique, qui nous dit quelque chose vraiment de ce qui se passe à ce moment-là autour de cette guerre. Évidemment, il y a des impacts géopolitiques, internationaux, mais enfin tout ça, ça se passe quand même dans un certain monde, qui est un monde de mots, de culture, et c'est très très bien rendu. Merci. Peut-être rebondir sur la coiffure de Sally et parler un peu du corps, parce que ça a été aussi une découverte de ce séminaire que de s'apercevoir, c'est bizarre, vous allez trouver ça évident, mais pas tant que ça, que la guerre, c'est d'abord une question de corps, et de corps vivant, et parlant, mais vivant d'abord. Alors j'en parlais en disant tout à l'heure que c'était des situations extrêmes, c'est-à-dire c'est des situations limites au niveau du vivant. C'était une situation limite en termes d'intensité de l'environnement sonore, visuel, menaçant. Et ça touche le corps.
Je rappelais ça parce que dans un grand documentaire de Lanzmann sur l'armée israélienne, on commence par une interview d'un type qui est devenu général après, mais qui était à un moment donné pris dans une sorte de bunker et qui entendait. Et la première chose qu'il dit pour caractériser la guerre, quand on lui demande qu'est-ce que c'est pour vous, il dit c'est... alors je ne sais plus exactement quel est le mot qu'il utilise, mais c'est l'insupportable des perceptions auditives, visuelles, de chaleur, comme ça, quelque chose qui amène le corps à un degré de déséquilibre complet. Et de fait, ça se manifeste aussi par la coiffure de Sally, d'une certaine manière, puisque ça pète. Moi, c'est quelque chose qui m'a amusé, parce que ça m'est arrivé, comme j'ai les cheveux frisés, c'était impossible, quand j'étais toute jeune, quand j'avais 14-15 ans, c'était impossible d'avoir les cheveux frisés. C'était impossible. C'est-à-dire que, en tout cas, dans le pays où j'étais, le modèle, c'était Françoise Hardy, et ça voulait dire, quand on a les cheveux frisés, vous ne pouvez pas imaginer les traitements que j'ai fait subir à mes cheveux pour les avoir raides, et qui étaient peine perdue dès qu'il pleuvait un peu, pop, ça revenait. Donc, le confort que ça a été de plus avoir à porter ces trucs machins qu'on se foutait toute la nuit, on les gardait, hein, pour dormir comme les Chinoises sans bouger, c'était un mouvement de libération du corps, justement. Et on voit ça aussi, que les vêtements deviennent plus larges, qu'elle est moins engoncée pour marcher, que son petit foulard, elle ne le met plus tant que ça. Donc il y a une libération du corps qui se produit pour elle à ce moment-là, en l'absence de l'autorité patriarcale que représente son mari dans le début du film. Pour aller dans votre sens, effectivement, il y a quelque chose qui revient beaucoup, enfin qui revient dans beaucoup de films sur la guerre du Vietnam, c'est l'idée que les Américains au Vietnam se battaient avant tout contre eux-mêmes. Et alors, il y a deux manières de le voir, c'est-à-dire que pour les Américains, c'est inimaginable de se dire qu'ils ont perdu une guerre contre un petit pays qui était, voilà, évidemment 1000 fois moins puissant qu'eux à tout point de vue, et donc de se dire comment on a pu passer 10 ans à se battre pour rien et pour finalement perdre contre ce pays minuscule qui était sans force, sans artillerie, sans tous les moyens évidemment de l'armée américaine. Et donc une des manières de répondre, c'est de dire que le problème venait de la société américaine, et c'est effectivement, il y avait ce conflit interne à la société américaine qui a explosé au moment de la guerre du Vietnam, et avec avec la guerre du Vietnam, c'est toute la société qui a été amenée à changer. Il y a la question du féminisme, mais il y a aussi la question des rapports raciaux, évidemment, qui explose aussi à ce moment-là, et en partie à cause de la guerre, parce que bien sûr, la guerre, elle est d'abord faite... Là, ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit... On le voit dans les personnages d'arrière-plan du film, mais évidemment, la guerre du Vietnam, elle est d'abord faite par les Afro-Américains, beaucoup plus que par des Blancs. Et puis, elle est faite, évidemment, d'abord par les gens des classes populaires et pas les gens des classes les plus aisées. Enfin, c'est une guerre qui, pour le coup, est très clivante socialement. Et donc, ça va amener aussi à... des chocs à l'intérieur de la société. Et donc à faire bouger aussi la société américaine à terme à cause de ça. Je mettais l'accent sur le corps parce que ce qui d'habitude, et ce qui est légitime, vient d'abord, c'est le discours sur les stéréotypes et les idéaux. Donc tout l'appareillage que nous appelons dans l'histoire analytique imaginaro-symbolique, c'est-à-dire les valeurs, on les entend beaucoup, les valeurs, le patriotisme,
voilà, qui sont les grandes, les autoroutes, on va dire les autoroutes du discours d'une société. Alors là aussi, dans le documentaire de Lanzmann, c'est très chouette parce qu'il y a un autre général qui dit bon, pour faire aller des gens dans un endroit où ils ont, il dit, énormément de chances de mourir, qui est insupportable physiquement, et qui est complètement imprévisible au niveau de l'issue, pour faire aller les gens là. Vous pensez bien qu'il faut un discours. Et effectivement, j'étais très sensible dans votre ouvrage au fait que ce discours est présent en termes de propagande. Alors maintenant, ça ne s'appelle plus propagande, ça s'appelle communication. Donc la communication est très très importante, il faut accompagner, et vous montrez très bien dans votre ouvrage le rapport entre le pouvoir politico-militaire et le cinéma. C'est-à-dire l'alliance entre les exigences économiques, les exigences créatives aussi, et en même temps les conditions de possibilité politico-militaires. Bon, ça c'est vraiment un enseignement de votre thèse qui est très intéressant. Mais ça ne rend pas compte de ce qui est témoigné très vite dans une cure analytique, à savoir de phénomènes de corps. Des phénomènes où le corps est au premier lieu concerné. Et d'ailleurs, c'est extrêmement présent dans le film, puisque tous ces hommes ont subi une mutilation, quelle qu'elle soit. Et donc, le film commence par quand même une poche d'urine. Et des gens qui ne peuvent plus bouger, qui doivent réapprendre à marcher, apprendre à intégrer à leur corps des objets techniques, que ce soit des prothèses ou que ce soit des fauteuils roulants. Et certainement, je ne sais pas si c'est plus difficile de se réinsérer une fois qu'on a été mutilé physiquement, ou une fois quand on est psychiquement, puisqu'il y a aussi le frère qui, lui, a perdu la tête, carrément, et qui finit par se tuer. Donc on voit bien les blessures psychiques et les blessures physiques. On avait dans le groupe de travail un collègue à nous qui est psychiatre, et psychiatre des armées, plus loin armée, et qui représentait souvent la France dans des conférences de psychiatrie militaire. Et alors il nous avait raconté que la dernière où il avait été, les Américains avaient fait des communications qui étaient essentiellement centrées sur le coût des casualties, c'est-à-dire des pertes. Alors, pas seulement les pensions qui font verser aux familles des parents qui ont perdu un enfant, mais toutes les casualties en termes de prise en charge. Parce que les vétérans, ça a coûté extrêmement cher. Hein. En termes de coût, c'est considérable. Donc maintenant, quand les Américains font la guerre, ils incluent de façon prédictive le coût des casualties et font partie de ces casualties, de ces pertes, donc, les casualties psychiques, qui sont en progression constante. Ça, c'est quelque chose. Alors, dites donc, je vais vous poser une question qui me brûle les lèvres. Vous m'avez confié que vous aimiez pas trop Apocalypse Now. Je voudrais quand même remarquer que votre titre, Le Vietnam, un cinéma de l'apocalypse, vous lui avez piqué à Coppola. C'est vrai. Alors, c'est une exigence de l'éditeur. Non, c'est vrai. Je voulais absolument pas appeler le livre comme ça. Comment vous alliez l'appeler, vous? Je sais pas. Je sais pas comment le rappeler. Mais enfin, en tout cas, le titre était une proposition de l'éditeur. Ouais. Non, c'est vrai que en même temps, Apocalypse Now, voilà, c'est évidemment un film majeur et central qui sort un an après
après celui-là. Dans la filmographie sur le Vietnam, souvent, quand on en retient qu'un, c'est celui-là, et c'est évidemment un très très grand film. Mais pour le coup, c'est un film, si on le compare au film d'Al-Ajbi, d'une certaine manière, le film de Coppola ne dit rien sur la guerre du Vietnam. Enfin, il ne parle pas de la guerre du Vietnam, et on n'apprend rien sur la guerre du Vietnam en regardant Apocalypse Now, alors que là, en regardant ce film, on apprend. Je vous ai dit que j'étais pas d'accord. Je suis pas d'accord justement à partir de cette question du corps. Parce que s'il y a quelque chose qui est présent dans le film de Coppola, c'est vraiment l'intensité des stimuli en termes de luminosité et des changements très brusques de luminosité, en termes d'obscurité et aussi en termes acoustiques, puisque les pales, depuis les pales du ventilateur jusqu'à tout, est rythmé par le bruit des hélicoptères. Pour moi, le bruit, les lumières dans Apocalypse Now, ça fait... Évidemment, on va discuter l'interprétation, mais pour moi, ça fait plus référence à une expérience psychédélique, de prise de psychotropes, etc., qui est l'expérience de Coppola, et puis qui est l'expérience... Voilà, on est plus dans de l'expérience de la génération hippie, etc. Et pour moi, d'une certaine manière, le paradoxe, c'est que Coppola met dans ce film des choses qui sont effectivement de l'ordre de son expérience à lui, et qui ont trait au corps, effectivement. Mais pour le coup, Coppola, c'est... Ça tombe bien. Il fait partie de la génération des gens qui auraient pu aller au Vietnam, mais qui n'y ont pas été parce qu'il faisait partie d'une famille aisée, et que donc il a échappé à la conscription, etc. Donc, d'une certaine manière, qui veuille ensuite se poser Donc vous avez un point de vue moral sur la chose. Oui, c'est ça. Enfin, je trouve que Coppola, au moment où le film sort, où il présente le film, il dit quand vous allez voir ce film, vous allez enfin comprendre ce que c'était que de faire la guerre du Vietnam. Et donc, pour moi, c'est un peu... Et pour les vétérans de Vietnam de l'époque, c'était assez choquant. Il aurait pu dire, vous allez enfin comprendre ce que c'est que la guerre. Parce que ça, vous me le servez sur un plateau. La thèse du bouquin, c'est que la guerre, aussi bizarre que ça puisse paraître à la pensée commune, au discours du maître, moralisant. C'est pas une critique. La guerre est une expérience de jouissance intensissime, qui n'a d'autre exemple que la consommation de substances. Et d'ailleurs, évidemment, que toutes les guerres sont associées à la consommation de substances, que ce soit l'alcool pour sortir de la tranchée, que ce soit le shit et beaucoup d'autres choses constamment. Donc vraiment, c'est une expérience de jouissance, et ce film le montre très bien. Les deux allumés au début, là, celui qui va finir par prendre son bain, les deux allumés, ils sont là dans une folie de jouissance. Quand ils tirent sur leur... ça leur fait monter l'adrénaline. Enfin, c'est dingue. Et après, il s'avère qu'ils n'étaient pas taillés pour supporter une telle dose d'adrénaline. D'accord ? Ils se sont trompés. Mais c'est vraiment une expérience de jouissance, et c'est pour ça que c'est aussi une des raisons, à mon avis, pour laquelle c'est pas si difficile que ça devrait l'être de convaincre des gens d'y aller. Parce qu'il y a quelque chose qui brille là, il y a quelque chose qui... Ça va être voilà, ça va pas être la vie quotidienne, ça va être autre chose. Effectivement, c'est vraiment complètement autre chose. Mais il faut encore pouvoir le supporter, et pas tout le monde peut le supporter. Le type là, Bob, je considère qu'il fait une overdose. Et la difficulté du retour, effectivement, on en discutait aussi, c'est le fait que quand on a vécu ces expériences d'adrénaline hyper forte, et puis le retour à une vie civile peut paraître terne, et puis sans intérêt, sans but. Il y a à la fois le côté adrénaline, et puis il y a aussi le sentiment de faire quelque chose qui a une importance très forte, on est avec ses camarades, on sauve des gens, etc. Et donc, évidemment...
Si vous voulez, c'est ce que dit un ex-drogué dans un roman, un écrivain que j'aime beaucoup, il s'appelle Mathieu Lindon. J'avais interviewé parce qu'on préparait un numéro de la revue sur les addictions. Et donc, à un moment donné, je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez de la dépendance à la substance? Vous étiez quand même très dépendant de la substance. Elle me dit, oui, j'étais très dépendant, c'est sûr. Puis tout d'un coup, il s'arrête et il dit, mais vous savez, parlons de dépendance. J'étais dépendant de la petite substance, mais j'étais dépendant de rien d'autre. Tout le reste, je m'en foutais. Et de fait, il y a une simplification des situations à la guerre, sur le champ de bataille, contrairement à la complexité des situations de la vie quotidienne. Bon, il s'agit de se maintenir en vie et d'accomplir 2 ou 3 objectifs très concrets. Donc c'est simplifié. La vie est relativement simple et elle semble rythmée par vie, mort, vie, mort, vie, mort. C'est tout. Donc il y a une certaine non-dépendance à l'égard de tout ce qui nous rend dépendants dans la vie quotidienne. Tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous soucie, payer le loyer, s'occuper des enfants, faire plein de trucs, quoi. Plein de choses qu'on a à faire et qu'il faut penser à faire et que personne ne fera. La vie est compliquée. Eh bien, dans l'armée, la vie n'est pas compliquée. Et sur un champ de bataille, elle est aussi pas compliquée. Tout de suite, c'est réduit à un élément binaire très simple. Alors on peut se planter, on peut laisser tomber, mais c'est ça, c'est aussi, si vous voulez, c'est une expérience de jouissance et c'est une expérience qui peut évoquer les expériences d'addiction parce que justement, elle permet de se dégager de l'ensemble des déterminations et disons de la division qui nous saisit tout le temps, qui fait mais est-ce que je devrais faire ça? Non, est-ce que je devrais pas faire ça? Non, là, il n'y a pas à se poser de questions. Je pourrais dire un mot sur la question du corps. J'ai été sensible aussi au premier plan du film qui commence entre la course de Bob et les mouvements dans les chariots. À partir de... Vous savez, les jeunes aujourd'hui, quand ils disent on s'en va, on bouge. C'est une expression qu'on entend, on bouge. Et en fait, je trouvais que ce plan était très, très intéressant parce que c'était la possibilité de partir. Et que ces hommes-là, au fond, étaient privés de cette possibilité de bouger, de partir, d'aller ailleurs, quand justement ça devient compliqué, quand tout devient compliqué. Et qui sont là obligés d'être à traiter ça entre eux comme ça. Et ça ouvre sur quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est la question du traitement du trauma. Parce que vous faisiez référence, je suppose, à notre ami Guy Briol. Non, ah non, c'était pas lui. Ah, c'était Bertrand Lahut, d'accord. Parce que Guy Briol nous a aussi beaucoup appris sur la question du traitement du traumatisme, et notamment de la différence entre le débriefing à la française et le débriefing à l'américaine. Et que le débriefing à l'américaine, c'est on réunit tous les soldats après une opération ou après quelque chose qui s'est mal passé, et on se met sur un problème, on fait un scénario commun qu'on écrit ensemble et que tout le monde accepte. C'est-à-dire on écrit, c'est un storytelling. Alors, le débriefing à la française, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est au fond chacun va exprimer ce qu'il a ressenti lui-même de cette expérience. Oui, à la française ou à l'américaine, Bertrand Lahut, quand il est revenu d'Afghanistan, il est revenu nous travailler avec nous. Il avait passé 6 mois en Afghanistan. Et alors il est revenu avec quelque chose qui l'avait quand même bien fait rigoler. Leur base était divisée en 2 en Afghanistan. Et entre les deux, il y avait une zone de passage qui était dangereuse, très dangereuse. Alors, ils allaient faire le débriefing dans l'autre base. Et après, ils devaient rentrer dans l'autre base. Ils nous disaient, bon, c'était un débriefing de courte durée, puisque on aurait pu en faire encore un autre après en rentrant.
Donc, c'était extrêmement drôle et ironique. Ça montre aussi que c'est pas avec du débriefing que vous traitez le trauma. C'est ce que montre Kremniter, Didier Kremniter, le grand spécialiste de ce traitement chez nous, et puis pas seulement chez nous, aussi dans les services d'urgence qu'il a longtemps dirigés. Il faut... Enfin, l'idée de parler de la chose et que ça libérerait semble devoir faire plaisir à des psychanalystes, mais les psychanalystes se sont aperçus que cette parole ne doit pas avoir lieu n'importe comment, et surtout pas avec n'importe quel interlocuteur, et qu'il faut éviter la répétition trop fréquente du récit de l'événement traumatique, parce que ça ne fait que renforcer la marque. C'est une chose de ne pas vouloir en parler, c'en est une autre une procédure qui amène à en parler. Et bon, là, je dis des choses qui ne sont pas assez précises et qui mériteraient de l'être, mais c'est pas le moment et c'est pas le lieu. Mais finalement, dans une analyse, le traitement d'un événement traumatique, et il y en a pour chacun d'entre nous, on a tous vécu des événements traumatiques, le traitement de l'événement traumatique se fait d'une certaine manière qui est finalement, s'il fallait le dire, en termes de mise en évidence de la marque et de ses conséquences sur le fonctionnement psychique du sujet. J'utilise des mots qui ne sont pas du vocabulaire analytique, mais c'est quand même de ça dont il s'agit, d'une extraction de la chose. Pour aller quand même dans votre sens, et alors là, je me situe pas sur le terrain psychanalytique que je connais très mal, mais il me semble que, en tout cas, du point de vue social, effectivement, le fait de pouvoir construire, je reprends ce que vous disiez sur le débriefing à l'américaine, l'idée de pouvoir construire une narration collective dans laquelle tout le monde se retrouve, c'est quand même quelque chose, effectivement, sans doute, qui permet à une société d'avancer, de passer un cap. Et pour la guerre du Vietnam, pour moi, c'est très clair que les films de fiction jouent une partie de ce rôle. Une partie aussi très importante de ce travail aux États-Unis, c'est la construction des monuments pour la guerre du Vietnam, et en particulier du monument national qui est à Washington. Et donc le moment de construction de ce monument et de définition de ce que devait être ce monument, ce qu'il devait représenter, ce qu'il ne devait pas représenter, la manière dont on devait rendre compte des noms des personnes qui étaient mortes, etc. Voilà, c'est un moment où on construit une narration qui fait consensus et de ce qui s'est passé au Vietnam et qui permet ensuite de passer à autre chose. À ce qu'on disait quand on parlait de l'Algérie, en disant que c'est un passé qui continue à ne pas passer et à être, à être difficile à exprimer. Il faut quand même dire que ça n'est plus le cas aux États-Unis pour le Vietnam. Le Vietnam aujourd'hui, la guerre du Vietnam, c'est plus quelque chose c'est plus un traumatisme social, c'est plus quelque chose qui génère c'est plus quelque chose qui va être le sujet d'engueulades dans les familles ou parce qu'on est vraiment passé à autre chose. Enfin, même. Ça tombe bien, ils ont de nouveau. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a d'autres problèmes et la société américaine est loin est loin d'avoir résolu tous ces problèmes. Mais celui-là, en revanche, oui. Moi, c'est vrai que pour ma thèse, j'avais été aux États-Unis, rencontrer des vétérans du Vietnam, et puis avec l'idée spécifiquement qui était de voir qu'est-ce qu'ils avaient vu dans ces films sur la guerre du Vietnam, est-ce qu'ils s'étaient reconnus ou pas, qu'est-ce qu'ils avaient aimé ou pas, etc. Mais pour moi, surtout, ce qui était frappant, c'est qu'en fait, c'était une génération de gens qui allaient mieux, qui étaient passés à autre chose, qui étaient plus du tout dans le rapport traumatique qu'on voit dans ces films-là. Alors, ça me permet de rebondir sur quelque chose que vous avez dit et que vous avez signalé dans votre livre. J'y étais très sensible. Le fait que les vétérans, quand ils
se sont mis à donner leur opinion, à contrôler tout ce qui se produisait de fiction, ou même de documentaire, donc de récits, de storytelling, sur ce dont ils avaient été les acteurs, avait, et vous l'extrayez très très bien, avait comme objectif que ce soit accurate, c'est-à-dire exact. Exact. Ouais, Hein, et c'est plus que exact, c'est même précis, voilà. Donc ils avaient en tête quelque chose de l'ordre de l'exactitude. Et donc, et ils jugeaient d'une certaine façon les productions cinématographiques à l'aune de cette exactitude. Au fond, un film leur paraissait bien s'il était exact, et Apocalypse Now leur paraissait pas bien parce que c'était pas exact. Bon, alors ça, d'une certaine façon, on voit bien qu'il y a une tension là, à partir de ce que vous venez de dire, l'importance de ces grandes fictions, de ces mythes, parce que ce sont des mythes, forcément complètement différentes de la réalité accurate, de l'expérience vécue. Et pour que ça marche comme mythe, et je comprends que comme sociologue vous vous y intéressez, mais pour que ça marche comme mythe, il faut précisément que ce ne soit pas accurate. En tout cas, ce n'est pas forcément contradictoire, mais ça ne sera jamais aussi vrai que l'expérience vécue qu'ils ont eue, même si celle-ci est toujours connotée d'un trait identificatoire individuel. Donc, il y a un peu une contradiction entre, d'un côté, une société qui produit un mythe, orientée forcément vers le positif, c'est-à-dire on a dépassé ça, ça y est, c'est plus une contradiction, ça ne nous met plus en danger. Et puis, en même temps, les acteurs qui continuent à dire, pendant un certain temps, je ne sais plus, ils le disent peut-être plus, puis de toute façon, ils sont de plus en plus vieux, qui continuent à revendiquer quelque chose d'accurate, sachant que ce qu'ils appellent accurate, c'est ce qu'ils ont vécu, et que ce qu'ils ont vécu au fur et à mesure que le temps passe, ça doit être de moins en moins accurate, c'est-à-dire que ça doit être aussi leur propre storytelling de leur propre histoire. Alors, on va devoir conclure. Et vraiment, là, je saisis ça. Je pense à ce que nous a dit, je ne sais plus son prénom, Madame Fischer, qui a présenté Meteor Street en film de compétition, où justement, c'est une jeune réalisatrice qui a travaillé, qui a commencé, qui s'est intéressée au documentaire et qui s'est tournée à faire la fiction en disant que finalement, dans le documentaire, les gens disaient que effectivement, c'était pas cette réalité-là. Il y avait toujours un décalage et que par la fiction, on arrivait à attraper autre chose. Et je crois que c'est vraiment aussi l'objectif de ce festival de cinéma. Hein. Et je crois que la programmation, en particulier cette année, a été vraiment de ce côté-là. On a vu, on ne voit pas les films de guerre avec on en voit un peu, mais avec les explosions, avec les tirs, mais plus autour de personnages complexes, avec leurs difficultés de position, avec comment ils se débrouillent avec tout ça, et dans la fiction, et avec des strates différentes, et vraiment, voilà, vous m'offrez une super... Je pense que ce que dit Laurent est très juste, c'est-à-dire que c'est très important dans une société de fabriquer ce mythe, ou ces mythes, parce qu'ils ne sont pas obligés d'être cohérents les uns avec les autres, et que ça, en France, on ne l'a pas fait pour l'Algérie. On n'a toujours pas fait. On n'a pas un mythe de notre rapport à l'Algérie. 10 secondes, parce que ça va être la remise des prix dans peu de temps. Vous savez que John Voight, c'est le père avec un micro. d'Angelina Jolie. Et il se trouve qu'Angelina Jolie est venue au printemps dernier à Phnom Penh, au tribunal international des Khmers rouges, pour présenter un film qu'elle a réalisé sur le massacre des Khmers rouges. C'est-à-dire que je vois ça comme une transmission. Voilà. Eh bien, écoutez, nous remercions vraiment très fort Laurent Tessier et Marie-Hélène Brousse d'être venus converser avec nous.
Et voilà, il va y avoir la remise des prix. Et suite à ça, le film de clôture du festival jusqu'à l'année prochaine.